Je vais beaucoup me servir de ce que j'ai entendu dans les tables rondes ce matin pour organiser un peu la réflexion dans ces tables rondes. J'entendais d'abord Bertrand Lemoine dire s'interroger sur l'existence ou non d'une identité métropolitaine. Jean-Paul Huchon parlait d'un état d'esprit. Bertrand Lemoine s'interroge sur une identité métropolitaine. Qu'est-ce que c'est qu'une identité métropolitaine? Sur quoi s'appuie-t-elle? Qu'est-ce qui fait que nous serions ensemble à l'intérieur d'un projet qui nous est présenté aujourd'hui? Un peu plus qu'un projet, si on entend ce que disait le président de la République ce matin, où nous serions ensemble donc dans quelque chose qui serait le Grand Paris. Comment on va réussir à être ensemble dans le Grand Paris? Ce sera un petit peu l'objet des questions que je vais poser dans cette première table ronde. Et je vais demander, à propos de la Porte Nord, à Vincent Capo-Canellas, sénateur maire du Bourget, président de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, de bien vouloir s'installer. Monsieur Capo-Canellas, bonjour. Didier Mignot, maire du Blanc-Ménil, je vous en prie. Roland Castro, architecte urbaniste. Jean-Marie Dutilleul, architecte ingénieur. Et enfin Christian de Porzampar, architecte urbaniste lui aussi. N'hésitez pas à vous mettre, messieurs, je vous en prie, bien face au public afin qu'on vous voie et qu'on vous entende si vous le souhaitez. L'idée, la règle pour cet après-midi, si vous en êtes d'accord, c'est que je donne d'abord la parole aux architectes, afin qu'ils nous donnent leur vision et leurs propositions. Et puis ensuite, messieurs les élus, vous nous direz ce que vous en pensez et comment vous réagissez à ces propositions. Alors, Roland Castro, c'est avec vous que j'ai envie de commencer. Mais avant que vous nous disiez quelles sont vos propositions pour cette porte nord autour du Bourget, j'ai quand même envie de vous demander, puisque le thème de cette réunion aujourd'hui, c'est le Grand Paris 4 ans après. Qu'est-ce que vous en dites des 4 ans après? C'est excellente question. Je dis, comme nouvelle ce matin dans le journal, on a pris un retard considérable. Pour d'histoires parfaitement débiles de code des marchés publics, je vous signale, ce qui fait qu'on n'a même pas pu continuer à travailler sur l'ambition qui était affichée par le travail des 10. Ensuite, quand j'ai entendu des mesures prises comme le Pentagone, j'en ai pour la droite et pour la gauche, et Roland-Garros, je me suis dit, le Grand Paris, l'esprit du Grand Paris ne marche pas. Je me rappelle déjà d'avoir voulu que proposer à Mitterrand que la Grande Bibliothèque soit à l'emplacement du Grand Stade, que l'Opéra Bastille soit au confluent de la Seine et de la Marne. C'était 2 signes très forts pour créer le Grand Paris. Évidemment, c'est le Grand Paris monarchiste et napoléonien qui a été renforcé. Ça continue. Je vous passe même le musée de l'histoire de France qui, lui, est en plein marais, alors que je racontais partout que le Grand Paris, le prochain musée juif, par exemple, ce serait peut-être à Sarcelles, plutôt qu'encore dans le Marais, par exemple, pour parler du Marais. Enfin, donc tout ça. Je dis que sur les grandes ambitions qu'on avait développées, que Jean Nouvel appelait une stratégie, le dézonage, la transformation des quartiers, la fin des zones industrielles, etc., il n'y a pas eu de travail théorique poussé. Donc je ne suis pas content du tout. Je suis content que vous me posiez la question parce que j'étais même embêté, il fallait que j'explique un peu qu'on avait travaillé d'ailleurs plutôt assez bien ensemble, encore que je trouve que ces exercices un peu ridicules où devant une foule médusée on raconte des histoires où les gens ne connaissent même pas le territoire, où souvent, bref, passons. Là c'est l'occasion de dire quand même que, il me semble, qu'il y a eu la seule bonne nouvelle qu'on ait eue depuis 4 ans, c'est Paris Métropole. C'est le fait qu'il y a enfin un sujet supposé pouvoir, en tout cas donc, qui se met en place. Moi, c'est comme lacanien, je vous parle du sujet. Nous, on était le sujet supposé savoir. D'ailleurs, depuis 4 ans, on est encore sujet supposé savoir. On n'arrête pas de dire que les architectes sont absolument formidables. Bon, c'est génial, c'est extrêmement nouveau par rapport aux situations anciennes où vous savez qu'on est payé au pourcentage, donc on était plutôt traités comme des garçons de café. Là, c'est formidable. On est les architectes, très bien. Mais les architectes, par rapport à l'essence de ce qu'ils ont voulu, il n'est pas là. Alors, si je reprends même l'image de l'invitation, vous regarderez que Paris est vachement marqué et qu'il y a un grand métro. Alors, pour le grand métro, juste pour en dire encore un peu plus, c'est un peu grâce à nous, si finalement, grâce à nous, grâce à Jean-Paul Huchon, grâce à Maurice Leroy, qu'il y a eu un compromis de trouver.
Mais enfin, je vous rappelle qu'on avait toujours dit qu'il ne fallait surtout pas commencer par les moyens de transport, qu'il fallait d'abord savoir de quel point à quel autre on voulait aller. Deuxièmement, je vous rappelle que unanimement, les architectes du Grand Paris étaient pour un métro aérien. Il est souterrain, je vous signale. C'est-à-dire que sur un certain nombre d'aériens, pour une raison extrêmement simple, ça aurait été absolument formidable qu'à l'occasion d'un grand moyen de transport rapide, la ville métropolitaine se donne à voir. Là-dessus, la pensée, la pensée du sous-sol a emporté. Bon, et ça n'empêchait pas du tout, y compris. Bon, bref, tout ça pour dire. Non mais attendez, parce que tout ça pour dire que 4 ans après, on a quand même un architecte un peu en colère. Tout ça pour dire qu'on a une occasion politique qui s'appelle l'élection présidentielle. J'espère que sur cette question-là, on va interpeller sérieusement les candidats par rapport à prendre en main les choses. Et en plus, alors bon, je termine pour balancer un peu, parce que je vous signale qu'on souffre tous, tout est assez amolli. Tout le monde travaille un peu bien dans un coin, y compris nous, on a travaillé plutôt bien à Troyes. La question n'est pas là. La question est que cette ambition formidable, ce projet de civilisation, il s'agit de projet de civilisation, c'est des choses précises. Si on fait le Grand Paris, projet de civilisation, ça a un sens. Ça veut dire pas uniquement se loger et se transporter, c'est la République métissée qu'on a à construire. On a à construire une métropole dans laquelle le monde entier est chez nous. Ça a un sens. Bon, cette question-là, je suis désolé, elle est là, ouais, elle traîne. On la revivifie régulièrement. Alors ça fait partie sauf que la messe est moins enthousiaste. Elle peut même devenir un peu accablante. Bon, je suis pas fanat de la messe, pour tout vous dire. Elle peut devenir vraiment endormissante. Alors, effectivement, l'esprit du Grand Paris... juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'esprit du Grand Paris n'est pas mort du tout. Vous êtes en train de nous réveiller, là, donc on ne s'endort pas. Et tant mieux. Simplement, quand Jean-Paul Huchon nous dit, il y a quelques minutes à peine, le Grand Paris, c'est un état d'esprit. Après tout, pourquoi pas? L'humeur, ça peut être aussi un aspect de l'état d'esprit. Donc, dont acte s'agissant de la vôtre. Maintenant, là, on est sur un projet qui demande d'une part un état d'esprit, mais également de l'action. Moi, j'entends Jamel Clouche qui nous disait aussi tout à l'heure, il faut agir. Il faut même casser, disait-il joliment, il faut casser la rupture. On est sur la porte nord. On est sur un axe très important. Et on va parler du Bourget et de l'interface internationale que représente le Bourget. C'est le premier grand aéroport d'affaires en France aujourd'hui, hein, et même en Europe. Vous, Roland Castro, il y a aussi une pensée que vous portez depuis toujours, et pas simplement quand on parle du Grand Paris, c'est l'enjeu de la culture et de la présence de la culture partout pour précisément, peut-être qu'on se construise ensemble une identité métropolitaine. Vous la mettez où au Bourget ? Alors bon, puisque vous l'appelez la porte nord, moi ça m'embêtait cette histoire. Enfin, je trouve que la description qu'a fait monsieur le préfet de l'idée de porte était plutôt bien. Mais en même temps, bon, le Grand Paris multipolaire... Monsieur le préfet, vous vous en sortez bien avec Castro. Le Grand Paris multipolaire, il n'était pas forcément avec des portes comme ça, mais peu importe. Hein. Disons qu'il y a des lumières qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire en question? Puisque, voilà, le territoire en question... Il y a une histoire formidable, c'est qu'il y a une avenue, et à gauche de cette avenue, que dans le Grand Paris, nous, on avait appelé des Champs-Élysées possibles, puisque si on mutualise une partie du terrain de l'aéroport, on arrive à fabriquer une belle avenue, au Blanc-Ménil. Quand vous tournez à gauche, vous allez à l'aéroport. Ça me fait marrer parce qu'un jour, il y avait des Japonais qui se baladaient aux Champs-Élysées et qui demandent à Sylvia où est Charles de Gaulle. Et au Bourget, ça marcherait. Charles de Gaulle, c'est à droite, justement. Sur les Champs-Élysées, à droite, justement à droite. C'est pas Charles de Gaulle, là, c'est le Bourget. Donc il y a ça. Il y a un territoire dont on a raconté qu'il pourrait devenir absolument un des lieux les plus beaux et les plus magiques du Grand Paris, qui est le parc de la Courneuve. Le parc de la Courneuve, qui est pas loin, avec un endroit qui s'appelle la Rose des Vents. Certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'on y ritualise la rencontre annuelle des Saintes Maries de la Mer des communistes. Ça se passe au parc de la Courneuve. Ça se passe à la Rose des Vents. Il y a un territoire dont on a imaginé, nous,
qui pouvait devenir un très haut lieu du Grand Paris, à côté de cette porte. C'est-à-dire qu'on a raconté quand même, parce que c'est vrai, qu'il y a un parc, 1 km² plus grand, Central Park, dont les côtes font environ plus de 15 km, et que si on l'urbanise intelligemment, c'est-à-dire que si on en construit les bords, en osant par endroits couper quelques arbres, quitte à remettre ces arbres ailleurs, pour avoir un compte exact au nom de la sacro-sainte histoire écologique, et ce qu'on a fait d'ailleurs dans notre projet, on a de quoi fabriquer un lieu absolument formidable, avec des théâtres, si vous connaissez Central Park, vous savez très bien l'immense nombre de pratiques qu'on peut y faire. Et que pour le moment, ce parc est une zone parc. Alors il y a cette zone parc, il y a ce territoire, cette grande avenue, il y a en effet un système extrêmement haché sur lequel on a beaucoup bossé. Voilà le plan un peu qui essaie de résumer ça, que vous voyez apparaître là. Il y a une grande avenue, alors il y a un point nœud qu'on appelle la place Lindbergh, qui est l'endroit où démarre le parc des expositions et le musée de l'air, et un endroit d'où on tire une ligne droite, nous, une grande avenue, que Christian appellerait chaîne agrégative, mais c'est pareil, me semble-t-il, qui va jusqu'au parc de la Courneuve. Et puis il y a tout un travail, alors qu'on a fait dans le détail, de chemins, de sentiers, y compris le long des voies de chemin de fer, puisque c'est un territoire extrêmement haché. Bon, ça fait l'objet d'un travail très, très fructueux. Alors là, pour le coup, extrêmement, avec les élus, dans un rapport de non-subordination, dans un rapport de projet partagé. Non mais ça, attendez, il faut peut-être... Dans un rapport de projet partagé. Non mais c'est pas une évidence ça. Et d'ailleurs je me souviens très bien, les premiers débats, c'était déjà au 104 et c'était décidément ici, dans cette cité, où vous étiez tous d'accord les uns et les autres pour reconnaître, et c'était exceptionnel, que vous les architectes, vous aviez dépassé vos égos pour travailler ensemble, et que vous les élus, vous acceptiez sur des questions parfois complexes et qui remettaient en cause beaucoup de vos visions, vous acceptiez le débat. On était dans quelque chose qui ne s'était jamais produit, ni dans notre pays, ni pas beaucoup ailleurs. Moi, quand je me déplace à l'étranger, en effet, on parle du Grand Paris. Donc, j'entends votre coup de gueule, Roland Castro, et je trouve qu'en effet, on pourrait s'attendre à ce que ça avance plus vite, mais il se passe quelque chose. Vous avez raison de le tempérer par ce que vous dites, parce qu'en effet, dans un territoire comme ça, avec des gens avec des artistes et des auteurs politiques qui ont des rapports de respect mutuel, les choses se passent plutôt bien. Je n'ai pas pu aller, je crois, à la grande réunion publique qui a eu lieu, mais Sylvia m'a raconté que c'était d'une émotion folle. Et nous, on a en plus la joie de la ville de Blanc-Ménil quand elle a eu sa place de la gare, ça a été un truc formidable. Donc tout ça, c'est extrêmement porteur. J'ai démarré en râlant parce que j'ai trouvé le discours du président de la République ce matin, genre les listes de courses, pas terrible. J'ai trouvé que par rapport au discours de Chaillot, relisez-le, il était formidable. Donc je suis obligé de dire ça parce qu'à un moment donné, cette flamme va mourir. Il ne faudrait pas qu'elle meure en plus parce qu'il y aurait une élection présidentielle et qu'on mettrait tout ça à la trappe. Bon, tout ça, il faudrait qu'elle ait fait ça. Par contre, en effet, sur ce territoire, on a réussi à bosser ensemble avec à des variables près que Christian dira, mais normal, avec des manières de se poser à tel ou tel endroit d'une façon un peu différente, y compris d'ailleurs des choses que les uns et les autres peuvent reconnaître comme pertinentes, bien qu'ils ne les aient pas fait eux-mêmes. Tout ça, on l'a fait et c'était passé vachement bien. Et cette réunion publique de 800 personnes était formidable. On a fait, nous, 30 réunions publiques depuis le Grand Paris. On a à chaque fois vérifié qu'il y avait un vrai enthousiasme, que le truc que ça marchait, quoi. Non, mais même sur des questions qui sont techniques. Et ce matin, le nombre de fois où j'ai entendu le mot complexité utilisé par tous ceux qui sont intervenus. On est vraiment dans la complexité à la Edgar Morin, où tout bouge en même temps. Extraordinaire complexité. La salle est pleine, quoi. Et vous écoute sur des questions qui sont pas faciles. Je voulais juste, on reviendra à vous, Roland Castro, je voudrais entendre quand même Jean-Marie Dutilleul aussi sur, on commence comme avec Castro. Et vous, 4 ans après, votre grille de lecture, votre perception, décidément votre état d'esprit, pour revenir à ce qui était dit il y a quelques minutes. On a fait naître un espoir avec le Grand Paris. Je dis on, tous ceux qui l'ont lancé. Et on a pris le risque
beaucoup d'élus, beaucoup de concepteurs, de dire qu'on pouvait vivre autrement. Il y a des gens qui attendent ça depuis des années. Est-ce que ça peut changer, oui ou non? Est-ce qu'on peut vivre autrement dans ces endroits-là? Est-ce qu'on peut bouger autrement? Est-ce qu'on peut voir son voisin autrement, etc. C'est ça le sujet. Et depuis 4 ans, ça c'est parti. Ça c'est parti, donc il y a eu une prise de risque énorme, un espoir énorme, et du coup, maintenant un mouvement de tout le monde qui se dit, bon ben, on va y aller ensemble. Quant au Bourget, on a tous ensemble parlé devant une salle comble, je ne sais plus, il y avait 800 ou 1000 personnes, pour leur dire voilà comment ça peut être autrement, du conseil général au maire des communes, ça a bougé. Bon. Simplement, il y a des gens qui ont dit bah oui, mais si c'est tellement mieux, on va encore nous dire d'aller plus loin. Ça, c'est un vrai sujet du Grand Paris aussi. Il faudra qu'on y revienne. Hein. On y reviendra. Sur l'aspect quelquefois exclusif, Voilà. enfin la Donc, crainte pour de moi, l'exclusivité. voilà. Donc je suis moins pessimiste que Roland, mais ça, on est un peu comme ça. Je suis plutôt optimiste parce qu'on a pris le risque de dire qu'on allait changer les choses ensemble. Voilà. Ça, c'est un acquis énorme. Et aujourd'hui, s'il y a une telle mobilisation sur les contrats de développement territoriaux et que les gens en redemandent et veulent y être, c'est bien parce qu'ils savent qu'on va changer la vie et qu'on va transformer cette agglomération en métropole. Voilà, c'est tout. C'est fait, ça, c'est derrière nous. Et maintenant, on le fait. Mais vous le faites pour de bon, c'est-à-dire que quand vous discutez avec Vincent Capo-Canelas, vous ne le faites pas comme vous le faisiez il y a 4 ou 5 ans? C'est-à-dire que des choses sont-elles aujourd'hui possibles évidemment, là où elles n'étaient pas auparavant? Parce que Vincent Capo-Canelas, il y a 4 ans, il se battait contre des moulins parce que la mobilisation n'était pas générale. Là, le sujet, c'est que la mobilisation est générale. Une métropole comme Paris, d'ailleurs, Jean-Paul Huchon l'a dit tout à l'heure, le préfet l'a redit, ça nécessite la mobilisation de tous les échelons que notre France merveilleuse, administrative, a su créer. Voilà. Ça nécessite que, depuis la commune jusqu'à l'État, tout le monde aille dans le même sens. Et le Grand Paris, c'est l'élaboration progressive d'une espèce de nord magnétique commun, d'une espèce de vision commune qui fait que là où il est, chaque personne qui doit prendre une décision la prend dans un sens cohérent avec son voisin. C'est ça qui a changé. Bien sûr. C'est pour ça que le maire du Blanc-Ménil ou le maire de Bourget, ils peuvent agir. Mais je reviens à ce que disait, parce que ça m'a beaucoup frappé ce que disait Bertrand Lemoine sur l'identité métropolitaine. Pardon, je l'ai souvent cité parce que ça me semble important. Quand on s'est interrogé sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, la population a été interrogée et on lui a demandé de donner un peu sa grille de lecture et son point de vue. Plusieurs questions étaient proposées. La première question que les personnes interrogées ont mis, la plus importante à leurs yeux, c'était comment nous appellerons-nous? Avant la question de l'emploi, avant la question du transport, avant la question du logement, comment nous appellerons-nous, c'est-à-dire qui sommes-nous? Qui sommes-nous ensemble à cet endroit-là? Comment répondez-vous à la Porte Nord, au Bourget, à cet enjeu de l'identité, de ce côté, oui, décidément, identité métropolitaine? Comment vous faites? On rapproche les gens. C'est là que le débat sur ce qu'on appelle les transports, moi, à mon tour, je le trouve réducteur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est épouvantable, on doit faire une métropole et on parle du transport. Il fallait commencer par ça ou pas? Il fallait commencer par savoir comment on bouge, comment on va à la rencontre de l'autre. Le transport, le mot transport, il est issu d'une idéologie de la vitesse, né dans les années 45-50, où on s'imaginait qu'il fallait aller très vite d'un point à un autre dans la ville, et que c'est ça qui allait rendre les gens heureux. Et du coup, d'ailleurs, on a créé, pour aller très vite d'un point à un autre dans les villes, des espèces de tuyaux dans lesquels on ne peut pas vivre, et qui font que les gens ont l'impression d'avoir une espèce de hors-temps, hors-lieu, quand ils vont voir leurs copains. Or, la ville, c'est quand même d'aller voir les autres, d'aller voir les richesses, d'aller voir son travail, d'aller voir la culture, etc. Bon. Donc le mouvement, ça fait partie de la ville. La ville, c'est une dialectique entre le mobile et l'immobile. Bon. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus perdre une minute, ils ne veulent plus de ce temps entre parenthèses, ils veulent pouvoir vivre en mouvement comme ils ne vivent pas en mouvement. Et donc, dire qu'on allait s'occuper de la façon dont les gens bougent dans la ville, c'était capital. Si je ne peux pas agréablement aller à la rencontre de l'autre physiquement, et plus je le vois virtuellement d'ailleurs, plus j'ai envie d'aller le voir physiquement. Bon, il y a une espèce d'enchaînement là. Donc si je ne peux pas faire ça agréablement, je ne suis pas dans une ville. Je suis enfermé. Bon.
Si je vais à la station, si je vais à la gare, comme moi chez le dentiste, ça fait mal? Non. Il faut y aller avec plaisir. Voilà. Mais Donc, c'est un l'idée- élément structurant ou pas? Est-ce que c'est une colonne vertébrale pour la construction que vous voulez nous proposer? C'est-à-dire, Vous- encore une fois, cet enjeu de l'être ensemble. Colonne vertébrale que le transport Et aujourd'hui? si la ville, pourquoi les gens viennent en ville? Si ce n'est pour avoir une densité potentielle de rencontres, une richesse accumulée autour d'eux à laquelle ils ont accès. C'est ça la ville. Et c'est ça qui fait qu'on est ensemble. Et l'espace public de la ville contemporaine, c'est l'espace où l'on bouge. C'est pas seulement la petite rue piétonne et ses géraniums. C'est le métro, c'est le RER, c'est la route, c'est tout ça. Et donc c'est cet espace public nouveau qui est à inventer dans la ville contemporaine. Et le Grand Paris a une voie à montrer là-dessus. Parce que dans le monde entier, on est encore sur l'idéologie des tuyaux qui équipent une ville, une ville faite à côté. Donc la conception simultanée, concomitante, concordante, cohérente du lieu du mouvement et du lieu du non-mouvement, c'est ça la ville contemporaine. Et donc commencer par effectivement dire qu'on allait faire un réseau maillé finalement de transport, parce que c'est ça le plan de mobilisation, c'est ça le grand sujet du transport du Grand Paris, la grande novation, c'est pas qu'on fait une boucle autour de Paris, c'est qu'on fait ce qu'a fait Bienvenue pour créer Paris en 1900, c'est-à-dire qu'on maille, c'est-à-dire que de partout à partout, en changeant une ou deux fois, je pourrais aller voir mes copains d'un bout à l'autre de la métropole. Donc, la grande révolution de l'accord historique région-État, c'est qu'on va transformer en même temps les vieux RER et les vieux tramways, etc., enfin les jeunes, et qu'on va les mailler avec des lignes de métro qui ne passent pas par Châtelet, qui sont transversales. Mais Voilà. comment faites-vous, puisque Donc, la ça. formidabilité du Grand Paris aussi, c'est la transdisciplinarité, comment faites-vous pour que la voix de Castro soit présente dans votre réflexion sur le transport? C'est-à-dire que non seulement nous ayons la colonne vertébrale du transport, mais qu'en plus nous ayons l'accès à la beauté pour tous, telle que décrite il y a quelques minutes, et également la visibilité de ce qui relève de l'enjeu culturel. Comment Bien faites-vous sûr. ensemble pour Ah bah, tramer quelque chose? Je peux vous dire que la première fois que j'ai présenté devant Roland un projet pour la gare du métro, il m'a dit mais ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il m'a expliqué comment il ferait. Alors j'ai pas tout pris non plus, mais c'était une réaction. Voilà, c'était une réaction qui intégrait sa vision de la chose. Bon, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Alors il avait une idée un peu vieillotte d'ailleurs, disant il me faut une salle des pas perdus, sinon je vais pas retrouver ma Juliette. Bon, on lui a fait d'ailleurs, il retrouvera sa Juliette dans la gare du Bourget. Entre le pessimisme Bon. et le vieillot, je pense. On va y revenir dans un instant. Christian de Porzampar, votre même chose, pardon de me répéter, mais j'ai quand même envie d'entendre votre état d'esprit à vous aussi. 4 ans après, vous dites quoi? On ne savait pas ce que ça donnerait. On est déçus parce que c'est 4 ans, on se dit c'est pas si vite. En même temps, on a tous ensemble appris quelque chose qui était inédit. On a appris que c'était difficile, mais enfin, vous avez un territoire qui est émietté par une démocratie parfaite où chacun a le droit de parler et qui est très difficile à mobiliser. On peut constater que c'est l'État, c'est-à-dire un pouvoir régalien central, qui a tout d'un coup dit « je fais quelque chose », crainte locale, crainte de la région. Ce train est un cheval de Troie qui rentre, il va prendre le pouvoir, c'était vrai un peu. Et en même temps, ce train a permis, on le voit, de cristalliser quelque chose par rapport auquel, localement, les maires se sont mobilisés. Ça peut passer ici et là. Donc, grand intérêt pour cette raison, pour le transport comme un espèce de facteur politique. Crainte de nous qui disons, mais alors le Grand Paris, ça ne peut pas être seulement ce train, c'est absurde. Puis en plus, on a tout de suite dit, il faut qu'il soit aérien, sûr. Et puis, est-ce qu'il doit vraiment passer par là? On s'est interrogé. Mais n'empêche que le tracé du train, qui semblait aller mener son train, a été très important pour la mobilisation, pour introduire ces gares, ces contrats d'équilibre territoriaux. J'ajouterai une chose. On le partage tous ensemble, mais Jean-Marie vient de le dire, mais c'est vrai que le transport, c'est pas seulement d'aller d'un point à un autre, c'est que s'il est bien fait, il génère la vie au long de son passage. Enfin, c'est ce que font les rues et les avenues. C'est ce que ne fait plus le transport rapide qui va de A à B et qui coupe. Donc, on a beaucoup discuté sur le nombre de gares. Si c'est un train rapide qui passe en sous-sol, il ne gêne personne, mais il ne dessert pas la vie tout au long. Donc, est-ce qu'il faut aller très vite ou est-ce qu'il faut créer de la vie? Nous avons parlé de rhizomes, de cette manière d'organiser la vie par des nouveaux liens. Ce sont les nouvelles grandes avenues et boulevards de Paris.
On ne peut pas imaginer que cet immense territoire sera haussmannien. Ce sera forcément par des grands liens et ils sont en train de se penser. Donc le travail qu'on a fait il y a 1 an à plusieurs, dont parlait Jean-Marie, sur les réseaux, c'était un effort pour dire les réseaux automobiles vont être reliés au réseau de RATP, vont être reliés à tous les réseaux. Bon, ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est très difficile et que la logique, c'est qu'il y a l'État, ses ministères et ses services, il y a la RATP, la SNCF, il y a le transport fluvial, etc. Ce sont des logiques industrielles qui vont faire leur performance et qui s'ignorent mutuellement, quand même. En gros, c'est bien connu. Jean-Marie pourrait vous en raconter des tonnes là-dessus. Il y a de l'autre côté un effort de transversalité, ça a été la IGP, assez fragile, on n'était pas tout le temps informés, les choses ne... Et puis il y a en dessous les maires qui sont en contact avec les habitants. Quand même, tout ce travail a fait que nous avons rencontré des maires extrêmement actifs. C'est-à-dire Vincent Capo-Canella regroupe 7 communes pour lancer quelque chose sur son territoire. Ailleurs, on va en parler tout à l'heure, on travaille sur Orsa. C'est vrai qu'il y avait une OIN à Orsa, avec Jacques Touchefeu qui l'organisait, mais des maires qui, au fond, étaient habitués à dire toute cette histoire Rungis-Orly, ça nous gêne, restons chez nous. Bien sûr. Et ils sont en train de changer. Donc on voit que localement, tout le monde l'a dit, mais il y a un grand changement. Et donc, ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est que les contrats de développement territoriaux dont parlait le préfet, c'est soit plus difficile, soit plus long. La grande question, c'est s'ils se font les choses, les choses avanceront, et presque pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, mais Roland pourrait être rassuré. S'il n'y a pas de contrat de développement territoriaux, ça va végéter, c'est sûr, et on sera tous déçus parce que ce sera très long, parce que c'est vrai que donc le transport en passant génère quelque chose par rapport auquel on peut dire la démocratie se reforme. Pour cette raison, et l'État et Paris Métropole auront un rôle très important pour organiser la transversalité. On peut pas, nous, on n'y arrive pas tout seul, nous. Bien sûr, mais comment, dans votre réflexion et dans votre action sur le terrain, à travers ce que vous faites, intégrez-vous une préoccupation qui était notamment celle de Patrick Braouzek ce matin, la dimension sociale. Quand il dit, par exemple, il y a un risque de l'exclusion par la déqualification urbaine. Vous, au moment où vous êtes dans une zone très importante stratégiquement, il y a un axe formidable qui part en gros de la Cité des Sciences et qui tire jusqu'à les cités de l'ère du Bourget. Formidable axe culturel au passage. Un aéroport international, une zone verte, le parc de la Courneuve, absolument extraordinaire, où on peut faire des tas de choses. Et vous avez à côté de ça, ceux dont on ne parle pas tellement, qui sont les habitants et qui se disent peut-être falloir qu'on se barre. On a présenté, comme le disait Jean-Marie, grâce au maire, on a présenté aux habitants à l'aéroport, et ils étaient effectivement 800 et 1000, et ça a été une discussion, une grande présentation. Il y avait des questions, il y avait une passion locale. C'est vrai que, par exemple, le logement, grande question. On a dit, on ne fera pas de logement qui ne soit relié à des commerces, à des services, à des équipements, pas de logement qui se trouve en situation enclavée. Il y a beaucoup de situations enclavées. Et bien ça, il faut éviter à tout prix de le faire. À partir du moment où on arrive à relier, et vraiment à relier bien, à introduire le plus possible, ce que tout le monde veut faire, c'est de la mixité, à considérer que toute une zone comme la Molette, on n'a pas le temps d'expliquer, on avait amené des images, mais au Blanc-Ménil, par exemple, va forcément muter, va forcément se transformer parce que le niveau de Bourget va changer, etc. Eh bien là, l'idée c'est qu'ils viennent des habitants, aussi de l'activité, tout ça bougera, et que ça s'organise sous forme de rue, que ça se relie au territoire qui existe, c'est-à-dire que les habitants sont dans une situation d'un urbanisme nouveau, mais véritablement d'un urbanisme. Ils se trouvent dans une ville, ils ne se trouvent pas campés comme des Indiens, pour faire des zones qui deviendront les zones des plus pauvres demain ou des réfugiés climatiques. C'est ça sur lequel on est très vigilant, qui fait qu'on pense quand même que pour demain, on n'est pas en train de recréer ce que l'urbanisme, je dirais, industriel, l'urbanisme du grand nombre et de réponses rapides aux grands problèmes du logement a créé depuis 30 ans. Enfin, avec efficacité, mais aujourd'hui, on a à transformer ces territoires. Mais qu'est-ce qui, pour vous, Christian de Porzampar, est, j'allais dire, structurant? J'ai déjà posé la question de la structure à travers le transport. Non pas structurant, mais plus intégratif. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, cette porte nord serait naturellement dans la continuité de Paris? Et qu'on n'aurait plus ce sentiment, très bien évoqué par Jamel Clouche ce matin,
de la rupture. Il faut décidément casser la rupture. Comment la cassez-vous? Vous savez, on n'a pas travaillé tout de suite en liaison avec Paris. Bien sûr, on le pense, mais il y a énormément aujourd'hui, il y a une vie entre la deuxième couronne et la deuxième couronne, la troisième couronne et la troisième couronne. Il y a toute une vie qui se passe. Tout n'est pas référé à Paris. Nous ne sommes plus dans le schéma centripète, centrifuge. C'est pour ça qu'on a parlé, nous, de rhizome, ces racines qui ne repartent pas du centre. Et le Bourget est sur un rhizome, si vous voulez, qui peut très bien, on peut le décrire comme allant de Roissy à Aubervilliers et même jusqu'à la Défense, et n'allant pas uniquement à Paris. Ensuite, Roland en a parlé, on a travaillé tous les trois sur une idée, c'est de désenclaver ces territoires du Bourget qui sont quand même coupés les uns des autres. Et donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur les images. Et par exemple, cette nationale qui passe peut devenir un bourgeois. Aujourd'hui, elle est pleine de camions. C'est une rupture. Eh bien, Jean-Marie... Elle est même impraticable, pratiquement. Impraticable. Ouais. Jean-Marie a fait un travail sur une des zones de logistique pour voir comment on pourrait recréer une bretelle d'accès direct à l'autoroute et que les camions ne passent plus là. C'est déjà un énorme progrès. Ensuite, on a défini cette porte où il y a toutes les gares qui se rencontrent. Il fait une gare. Approchez, s'il vous plaît. Approchez bien votre micro qu'on vous entende mieux. Merci. Donc, la nationale, c'était important. Et comment tout ce territoire va pouvoir franchir d'est en ouest. Et donc, comment on va facilement de Duny, la Courneuve, on va aller facilement au Bourget, au Blanc-Ménil et à Drancy. Aujourd'hui, c'est quasiment des territoires qui sont séparés. Or, c'est la même aire. Eh bien, l'aéroport et le centre du Bourget peut être le centre. Alors, on a travaillé sur les traversées. Alors, on a travaillé sur Lindbergh. Au fond, on a un axe qui est la grande route nationale, et puis on a un axe qui traverse, et 2 portes, 2 pôles, et 2 grandes gares. Ça se structure de façon assez évidente. Ensuite, il y a un potentiel sur des zones de logistique dont j'ai parlé qui forcément vont muter. Est-ce que ce sera en 10 ans ou en 30 ans mais ça, forcément, ça bougera, si vous voulez. Il faut préparer les conditions. Donc, on parle de transport, pas du tout seulement le transport rapide. On va jusqu'au transport fin, à tout ce qui peut faire irrigation, si vous voulez. Et on a beaucoup réfléchi à toutes les rues, les avenues qu'il faut réhabiliter, qui peuvent marcher. Comment on entre dans le Blanc-Ménil, ce qui fait qu'aujourd'hui, au long de la avenue Aristide-Briand, on pense que là, ça va attirer les services. Tout ce qui est public va se trouver, on va le privilégier. Et c'est ça qui fait que les habitants qui sont dans des zones pas faciles à vivre, se trouveront dans une ville où il y a les services. Et donc, c'est tout bête. Mais à chaque fois, quand vous parlez comme ça et qu'on vous écoute, c'est l'image de la vascularisation. Vasculariser, c'est bien. Qui vient oui. à l'esprit. C'est comme un système sanguin qui viendrait irriguer un tissu qui n'était pas loin de la nécrose quand même. C'est ce qu'on voit sur la 4e image qu'on voit sur l'écran en ce moment. C'est effectivement se dire qu'on va vasculariser, on va irriguer, et que c'est facile d'aller de chez soi à l'infirmerie, à l'école, au commerce, au bistrot, au PMU, etc., que tout ça, ça se relie. Donc ce qui est très souvent difficile dans le Grand Paris, voire quelquefois impossible. Ensuite, vous avez parlé d'identité. Moi, j'ai envie de dire, les gens, ils ont une identité forte du Grand Paris, mais pour beaucoup, c'est une identité négative. C'est un lieu à problème, et pour certains, ils ne sont pas fiers de dire où ils habitent. Mais c'est une identité. À partir du moment où il y a des projets et où ça bouge, ils se disent, mon identité, c'est-à-dire mon lieu, il va bouger, il va peut-être... Et pour certains, tiens, j'ai un petit truc, mais ça va prendre de la valeur, ils sont actifs. Donc on a vu des maires qui ont... Les maires côté Bourget, tous extrêmement positifs, nous ont appris beaucoup. Dans d'autres endroits, les maires disaient, c'est bien, mais vous savez, mes habitants, je sais pas, nous on est bien, ça va... Et puis on les a vus en un an changer et nous dire, au fond, c'est intéressant ce que vous dites. Donc il y a aussi, avec des projets, discuter avec eux, quelque chose qui accroche. Ils se disent, je pourrais présenter à mes habitants qu'il n'y a pas que des logements de gens inconnus qui vont venir, mais ça va attirer peut-être aussi des emplois, puis on sera beaucoup mieux reliés, et donc votre terrain, votre logement va avoir plus de valeur, parce qu'au fond, une route, ça crée de la valeur. Donc tout ça, ça bouge, et ce sera très long. Mais je comprends que Roland soit impatient, je le suis aussi, et ça va forcément être très long. Alors voyons maintenant du côté des maires avec vous, sénateur-maire maintenant, Vincent Capo-Canellas. Il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé depuis ce matin, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle généralement la gouvernance. Qui est le pilote ? Qui est le pilote dans un enjeu de cette nature ? Alors j'ai bien compris qu'il y a forcément une transcendance, que l'atelier du Grand Paris, c'est quelque chose qui a un regard maintenant transverse sur ces enjeux. Mais s'agissant du Bourget, vous êtes en quelque sorte l'un des pilotes, sinon le pilote. Quelle forme de gouvernance applicable à un Paris de cette nature-là ? Et je mets Paris sans S, là. Alors d'abord, le Grand Paris, ça bouleverse un certain nombre de choses.
ça nous laisse un peu comme on est à l'instant tous là, sur ces tabourets, c'est-à-dire en équilibre instable. Est-ce qu'on va assez vite et assez loin? Sans doute pas. Pour un politique, il y a des risques à prendre? Bien évidemment, quand on fait l'effort collectif, parce que quand vous parlez de gouvernance, la gouvernance, c'est les maires qui l'ont en partage. Et moi, comme président de la communauté d'agglomération, avec des villes qui, comme celle de Blanc-Ménil, n'en font pas partie, mais avec lesquelles on travaille, j'ai pris le taureau par les cornes et on a souhaité se donner les moyens, en faisant travailler les 3 architectes qui sont ici, d'avoir un plan d'avenir qu'on puisse faire partager à la population. Et de travailler sur la double échelle. L'échelle métropolitaine, vous l'avez rappelé, avec un aéroport d'affaires, avec le 3e parc des expos d'Île-de-France, avec le premier salon au monde d'aéronautique et d'espace notamment, on a une fonction et une identité. Une fonction métropolitaine parce qu'on est essentiel à la compétitivité, à l'attractivité du territoire francilien, et en même temps on a une identité locale qui est la fierté de l'aérien, de l'aéronautique. C'est un des rares territoires d'Île-de-France où quand on parle avion, ça fait encore rêver. Donc à partir de ça, on a des éléments clés pour l'avenir. On avait un certain nombre de points aussi d'infrastructures, des transports, la ligne B, on a la tangentielle nord qui arrive, on a l'autoroute A1, et on a demandé notamment à Jean-Marie Dutilleul et à AREP de travailler avec nous sur ce qui était le schéma de demain. Ça, c'était déjà une démarche volontaire parce que l'ensemble des maires, toutes tendances confondues, c'est d'ailleurs symbolique parce que je faisais l'observation tout à l'heure, quand je dis que le Grand Paris, ça bouleverse tout, Roland Castro se trouve au centre, j'ai envie de dire à ma place, et moi je suis à la gauche de Didier Mignot, qui habituellement, c'est pas la situation qu'on peut connaître. Voilà. Et tout à l'heure d'ailleurs, Roland, qui est encore avec les effluves d'hier soir, sans doute de la soirée avec Arnaud Montebourg, nous parlait de la rose des vents, alors que c'est l'air des vents, Roland. Voilà. Mais le Grand Paris, ça agite tout ça, et on avait des acquis, et on s'est dit, voilà, on va se prendre en main, et moi j'ai proposé à mes collègues maires de lancer une consultation, d'essayer de faire vivre tout ça. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça avance, pas assez vite, pas assez loin. Première chose que je voudrais dire, c'est que le droit commun ne réglera pas les sujets majeurs du Grand Paris. La mobilisation des services de l'État, je salue le préfet de région qui est présent. Qu'est-ce qui va les régler? Voilà. Si ce n'est pas le droit commun, comment faites-vous? Le président de la République a presque dit ce matin qu'un des sujets, c'était de faire partager à tout le monde cette volonté d'aller plus vite et plus loin. Simplement, ça veut dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on reste à droit commun constant, on n'y arrivera pas. Sur un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis, qui a des atouts formidables, mais qui vit aussi une situation de risque de ghettoisation comme jamais sans doute on l'a connu, tout le monde vous le dira, voilà, ça veut dire qu'il faut aller plus vite et plus loin. On a par exemple amené sur ce territoire l'usine d'Eurocopter qui produit des pales d'hélicoptères, 750 emplois directs, 1000 emplois au total, voilà. Mais il a fallu qu'avec les services de l'État, on mène un bras de fer de 1 an. Et une partie des services de l'État d'ailleurs étant de notre côté, si j'ose dire. Voilà. Mais ça veut dire que c'est quand même compliqué. Pour un sujet simple, qui produit de l'emploi, qui produit de l'image, qui nous permet après d'accrocher un laboratoire de recherche de l'ADS qui vient, par exemple, et on a signé avec le préfet de région, le ministre de la Ville et les 2 départements une convention pour créer un technocampus sur ce site-là, il a fallu des efforts colossaux et le droit commun ne nous permettait pas quasiment d'y arriver. Il a fallu que l'agglo achète le terrain, etc. Voilà, bon. Ça prouve bien qu'il faut, sortir parfois du droit commun, deuxièmement, arriver à hiérarchiser les priorités, parce qu'on ne fera pas tout, et je ne pense pas qu'il faille dire à tout le monde que tout est possible. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, je veux dire chez la personne que vous êtes, et notamment le sénateur-maire que vous êtes, de travailler avec Dutilleul, Castro, Porzampar? Comment ça modifie votre action politique ou pas d'ailleurs? Alors c'est essentiel parce qu'on travaille sur la double échelle. L'échelle métropolitaine, c'est une de nos fonctions, c'est une de nos chances. Et en même temps, on est là pour rappeler nous qu'on veut de la formation, qu'on veut de l'emploi local, qu'on veut des équipements, qu'on veut des transports qui soient à l'échelle des villes. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir ce qui a été fait ailleurs et de s'enrichir de leur propre approche. Voilà. La chance, c'est que la population comprend cette démarche-là. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tu as raison de réfléchir à 15 ans, à 20 ans, mais pense à demain. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est aussi des effets leviers, c'est aussi arriver à séquencer. Voilà. Et donc, les architectes sont là pour être nos conseils et puis nous pousser un peu à aller de l'avant. C'est une chance colossale que nous avons. Et je veux dire que les 3 ont mené ce travail en plus itératif entre eux, de co-élaboration et d'échange, et on y tient beaucoup. C'est pour ça qu'on avait choisi ensemble avec mes collègues, dont Didier, de faire travailler 3 équipes et pas simplement une seule qui vienne avec une vérité révélée. Voilà. Simplement, notre souci maintenant, c'est que tout ça, ça vive et que ça se séquence dans le temps avec des effets leviers. Et j'y ai vous administré. Cette question de l'identité autour de laquelle je tourne depuis quelques minutes, ils sont comment? Ils sont du Bourget ou ils seront du Grand Paris? Ils se sentent fiers d'appartenir à un territoire dès lors qu'on leur fait la preuve que ce territoire-là, il avance, il va plus vite et plus loin. Il y a une très forte demande aujourd'hui d'amélioration.
Et plus on parlera de sujets à 20 ans, plus on nous répondra que le problème, c'est l'année prochaine. Mais alors, Didier Mignot, pour alors, vous êtes maire du Blanc-Ménil, c'est pas indifférent de le dire, vous êtes infirmier. Oui. Donc vous avez une relation à l'autre déjà qui est d'une intensité particulière. Hein, à l'hôpital Oui, Avicenne, vous êtes. Bien sûr, oui, je vais... L'appropriation, celle du citoyen, celle de l'habitant du Blanc-Ménil, comment peut-elle se faire dès lors que vous changez presque tout autour de lui? Écoutez, d'abord, moi je voudrais aussi me féliciter du travail que nous avons mené, et qui n'est pas terminé, que nous avons mené en commun avec les architectes urbanistes, parce que chacun voit le territoire à sa façon. Et je crois que ça a constitué un formidable enrichissement que de travailler avec des hommes de l'art qui nous ont un peu éclairés d'une manière différente sur le territoire sur lequel nous étions et nous agissons depuis des années. Ça c'est important parce qu'il me semble encore une fois que notamment les élus locaux, on a souvent, comme on dit, les mains dans le cambouis et on a des fois du mal à prendre de la hauteur sur l'aménagement du territoire et il me semble encore une fois très important d'avoir des approches comme ça qui nous permettent peut-être de structurer un peu mieux nos intuitions et ce que nous pensions être utile et bon pour les gens qui habitent notre territoire. Je prends l'exemple de la station de métro du Blanc-Ménil, la deuxième gare obtenue. Je crois que le travail fait par les équipes de Roland Castro et de Sylvia Casi nous ont permis justement de concrétiser un petit peu et d'argumenter pour défendre utilement ce dossier. Alors, sur la question de l'identité de l'appropriation, Juste, pardon de vous interrompre, mais François Leclerc disait ce matin, là aussi quelque chose de très intéressant, il posait une question, il disait à qui appartient la défense? Et il précisait à quel système territorial. Mais on peut aller au-delà du système territorial. À qui en effet appartient la défense, incluant la problématique de ses habitants? Sont-ils propriétaires de la défense ou pas? alors la défense, moi je vais me remettre sur la porte nord, mais, Oui, mais on allons peut chez vous, évidemment bien entendu. extrapoler à Allons chez l'ensemble vous. de la métropole. D'abord, sur l'identité et l'appropriation, donc Christian Blanc, dans son bouquin sur le Grand Paris, disait « Un territoire, et c'est notre cas, un territoire où se parle plus de 100 langues, a sans doute des choses à raconter, des choses à dire. » D'abord, la première des choses, je crois qu'il faut écouter les gens qui habitent ce territoire. Voilà, je crois que c'est extrêmement important. Et que commence par là? Ça commence par ça là commence ou pas? par là. Je pense qu'il faut écouter pas simplement les élus, mais les gens directs, parce que quand je disais que chacun regarde ce territoire et de façon différente, puisque nous avons des approches obligatoirement différentes, des regards, des visions portées qui ne sont pas les mêmes, je crois qu'il faut absolument se rendre compte, parce que le Grand Paris, on ne vit pas la même chose à la Défense qu'au Blanc-Ménil. Hein. On ne vit pas la même chose à Saclay. Voilà, les gens ne vivent pas les mêmes choses. La région Île-de-France aujourd'hui est marquée par de fortes inégalités sociales et territoriales. Si on ne résorbe pas ces inégalités, on ne s'en sortira pas. Je crois que c'est de cela dont il faut partir comme point de référence pour pouvoir utilement construire une métropole qui soit, je dirais, bonne pour toutes et tous. Parce que, encore une fois, moi, les gens à Blanc-Ménil, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça a été le cas au grand débat qui avait lieu au Musée de l'Air. La crainte pour les gens qui habitent ce territoire aujourd'hui, quand ils voient émerger des projets de cette ampleur, c'est se dire, mais attendez, ça c'est pas pour nous, il ne faudrait pas que le Grand Paris ce soit, ils aménagent, on déménage. Donc toute la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on fait pour que les habitants qui vivent sur ce territoire puissent continuer d'y vivre de manière plus digne, de manière plus heureuse. Et ça rejoint la question des transports, ça rejoint la question du logement. On peut décliner ça à l'envie. Non, mais ça rejoint la question du coût du logement aussi. Alors, mais ça c'est bon. Je prends la question des transports. Hein. Aujourd'hui, Vincent a raison de rappeler que on est nous abordés quotidiennement sur l'immédiateté d'une revendication complètement légitime, qui est, je regrette d'ailleurs le président de la République n'en a pas parlé ce matin, la ligne B du RER, mais c'est un facteur discriminant pour les gens qui habitent ce territoire. C'est-à-dire que des gens ne trouvent pas de travail aujourd'hui dans nos villes parce qu'ils habitent sur la ligne B du RER et on leur dit « vous allez être en retard tous les jours ». Donc il y a bien évidemment le fait qu'il faille se projeter dans l'avenir, travailler aux grands projets de déplacement et de mobilité tels qu'ils sont évoqués dans le projet du Grand Paris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on ne travaille pas aussi concrètement aujourd'hui les urgences sociales et les urgences territoriales, on désespère les gens plus qu'on ne les motive. Voilà. Et je crois donc les deux, je n'oppose surtout pas les deux, mais je crois qu'il faut prendre en considération ces urgences-là. Ça vaut pour le transport. Vous savez, pourquoi on se bat tant avec les maires des villes de la rocade Est de ce département? Je l'ai dit souvent, je le répète, prenons les événements de novembre 2005 et regardons la cartographie des lieux où ça a brûlé.
le grand ensemble des Tilleuls à Blanc-Ménil, les 3000 logements à Aulnay, les Bodottes à Sevran, les Bosquets à Clichy-Montfermeil. Si je ne dis pas que le métro va régler ces problèmes-là, d'accord, les conditions sociales des habitants évidemment y contribuent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez les gens qui habitent ces territoires un sentiment de relégation, un sentiment de discrimination qui est insupportable. Donc le métro qui arrive, cette rocade, est-ce qu'il va passer par toutes ces grandes cités ? Va être un élément, je pense, d'amélioration sensible de la vie des gens. C'est ça, à mon avis, une métropole humaine, une métropole du XXIe siècle, c'est à cela qu'elle doit répondre en premier lieu. Et je ne l'oppose pas au développement économique. Parce que le développement économique, c'est aussi un élément fort. On parle beaucoup de logement. Il y a aussi, je rappelle, dans les propos du président de la République il y a 2 ans, la question des emplois. Il faut créer, moi j'ai envie de dire, avant de mettre des logements, mettons des emplois aussi. Et pour mettre des emplois, il faut développer des formations. Je ne vais pas être trop long, mais la question de l'Académie de Créteil, qui est sur son territoire 3 aéroports, Orly, Le Bourget, Roissy, pas un seul lycée professionnel ne forme au métier de l'aérien. Voilà, je pense que pour construire le Grand Paris, il faut par exemple que le lycée, mais on partage ce projet, que le lycée professionnel du Blanc-Ménil, qui se trouve rue Aristide-Briand, à quelques centaines de mètres de l'aéroport du Bourget, puisse développer des formations pour nos jeunes qui puissent leur permettre d'accéder notamment au bassin de l'emploi de Roissy et du Bourget. Voilà, comment assurez-vous l'un et l'autre, d'ailleurs, la communication de tout ce qui se passe et qui porte ce projet du Grand Paris auprès de vos administrés? J'étais très frappé, une fois j'ai eu le plaisir d'être présent à une réunion que vous organisiez au Bourget, archi plein, et jusqu'à la dernière minute du débat qui était assez technique et de haut niveau, archi plein. Donc non seulement une curiosité, mais une attente, une demande, et à travers certaines questions posées, une réelle inquiétude. Serons-nous encore là demain? Plusieurs fois posé cette question. Et quelqu'un ce matin a posé cette question aussi de la capacité de maintenir présents ceux qui constituent la matière vivante de la cité, c'est-à-dire nous tous, les habitants, les citoyens. Comment vous faites la communication de ça auprès des administrés? Pour leur donner... Vous savez, moi je pense toujours à l'image de Kennedy, debout au pupitre, il dit rien. Il dit, mesdames et messieurs, c'est là qu'on va. Et tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie d'y aller. Pas simplement parce que c'est Kennedy, parce qu'il a mis ses tripes là-dedans. Il y a vos tripes aussi dans cette histoire ou pas? On est obligé de mettre un peu les tripes, oui, sinon on ne va pas s'en sortir. Autant les gens connaissent qu'ils ne les mettent pas. Alors d'abord, chacun est maître chez soi. Puisqu'on travaille ensemble, évidemment, et chacun appréhende les choses comme il le souhaite dans sa ville. Parce que si on travaille ensemble, on a aussi, je dirais, un accord bien mutuel que je ne vais pas aller m'occuper de la gare du Bourget, je vais m'occuper de Blanc-Ménil, Vincent va s'occuper du Bourget, Jean-Christophe Lagarde de Drancy, Gilles Poux de la Courneuve. Ça, c'est pas. La question, c'est que la commune reste un élément important de la démocratie. Et j'entendais le président de la République ce matin évoquant la réforme territoriale sur ce sujet en disant les communes, les départements, les régions sont utiles. Moi, je pense qu'elles sont plus qu'utiles, elles sont indispensables à la démocratie. Et donc, je crois que... Et je veux dire par là que... c'est une taille humaine de la démocratie? Oui, je pense qu'il faut éviter d'éloigner les gens des lieux de pouvoir et des lieux de décision. Et moi, j'ai fait 2 ou 3 débats publics avant le grand débat du Bourget au Blanc-Ménil. Il y avait 150 à 200 personnes à chaque fois. Et c'est ce que je dis, quand un maire prend la parole, souvent dans un débat public, quand il est là, il va, et c'est normal, avoir la question du trou dans le trottoir, des ordures ménagères pas très bien ramassées et toute autre chose. Jamais ce n'est survenu dans les débats publics au Blanc-Ménil sur cette question du Grand Paris. C'est-à-dire que les gens, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur lieu d'habitation dans la ville, parce que nous n'avons pas que des us, nous avons aussi un quartier pavillonnaire extrêmement important, les gens se posaient la question, qu'est-ce que c'est que la densification urbaine? Comment travailler au développement durable? Qu'est-ce que c'est que se déplacer aujourd'hui dans la métropole francilienne? Quelle formation pour mes enfants? C'est ça qui les intéresse, les gens, quand ils parlent du Grand Paris aujourd'hui. Et donc, voilà, je crois qu'il faut poursuivre cela. Et y compris dans la question des contrats de développement territorial, je crois qu'il faudra à un moment ou à un autre, et il faut en déterminer les formes, mais associer les populations aux choix qui vont être faits. Vincent, d'un mot, Vincent Capo-Canelas, pour que nous prenions quelques questions de la salle. Comment nous donner envie? Voilà. Je crois qu'il faut garder toujours à l'esprit la perspective qui a été dessinée, c'est-à-dire qu'il y a à cet endroit-là, du nord de Paris, possibilité d'irrigation non seulement de la Seine-Saint-Denis,
de l'axe Paris-Le Bourget-Roissy, avec ce rôle de rotule également avec le Val d'Oise. Je crois qu'on a beaucoup progressé avec le département du Val d'Oise qui s'est saisi à bras-le-corps du sujet dit Le Bourget, pour je m'empresse de rappeler, qui regroupe 6 villes. Voilà. Et donc ça, c'est une perspective qui est belle et on est en train d'essayer de séquencer les choses. Mais ce que les gens souhaitent, ce que nos habitants nous demandent, c'est de garder cette perspective-là. Et quand on parle de la gare tangentielle nord, par exemple, d'éviter que le pont qui va traverser la Nationale 2, dont Roland nous disait à l'instant que ça pouvait être les Champs-Élysées, ce pont-là, il faut éviter que ça fasse 5 mètres de haut à déjà 5 mètres et que ce soit une barre. Voilà, quand on discute avec Aéroport de Paris, on l'a fait par exemple d'un futur hôtel, il faut que le positionnement de l'hôtel il soit réglé et que la façade veuille dire quelque chose et qu'elle s'inscrive dans cette perspective que Roland, Christian avaient dessinée. Voilà. Il faut aussi que quand on parle transport, comme Jean-Marie nous y a invités au départ, voilà, dès le départ, la gare tangentielle, elle veuille dire que la suite va arriver derrière. Voilà, et c'est ça, ce que les gens nous demandent, c'est de commencer à écrire l'histoire du Grand Paris aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une révolution à conduire dans le faire. La grande question, ce n'est pas le diagnostic, maintenant on l'a posé. La grande question, ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas l'envie. L'envie, tout ça, on le partage. La question, c'est comment on fait pour que chacun sorte de sa logique de tuyau, de procédure, de budget, d'échéancier particulier, et se fixe pour aller du point A au point B. Voilà, ce territoire en a la possibilité et peut porter cette ambition métropolitaine. Simplement, encore une fois, le droit commun n'y suffira pas. La volonté des élus, elle est là, elle est perfectible, on est à l'écoute. L'éclairage des architectes est présent et il faut que les pouvoirs publics maintenant construisent la mobilisation. Le CDT peut être un des outils, je ne pense pas qu'il résolve tout. Voilà, et j'ai envie de dire que avant de faire un contrat, construisons la pratique au quotidien et veillons à ce que ça bouge. C'est ça. Mais mine de rien, au plan politique, c'est une révolution organisationnelle. Non, mais ça changera probablement plus de choses qu'on ne peut le mesurer encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous en prie, vos questions sont les bienvenues. Peut-être d'un mot, vous nous dire d'où vous nous parlez, d'où vient votre question, selon que vous seriez architecte, urbaniste ou autre chose. D'avance, merci. Et vous nous faites un petit geste pour qu'on vous apporte un micro, si vous le souhaitez. Alors, question ? Oui. C'est toujours difficile la première. Hein. Après, en principe, ça va plus facilement. Merci. Patrick Choteau de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Roland Castro a dit en introduction qu'il y avait vraisemblablement des questions de procédure qui pouvaient bloquer un peu le système et la progression du projet. Alors moi je pose la question de savoir si c'est vraiment la procédure qui manque ou s'il n'y a pas trop de procédures ou si finalement il ne faut pas chercher dans le panier de l'ensemble des procédures l'une d'entre elles qui permet de faire avancer le projet. Les PLU sont là. Quelqu'un ce matin a dit que finalement il ne fallait pas refaire des AC, il ne fallait pas refaire des lieux de droit particulier et rester dans le droit commun et que d'une certaine manière, si on voulait faire un Grand Paris qui tisse, il fallait travailler sans limite. Et vous venez de dire qu'il fallait travailler avec le déjà là, c'est-à-dire les habitants. Est-ce que finalement, on ne va pas vers des projets qui écrivent un scénario, lequel scénario est à traduire dans le PLU, sous forme de petites actions qui s'immiscent dans les tissus existants, prennent acte de ce qu'il y a déjà en place, confortent les potentialités, sauvent ce qu'il y a à sauver, tout en essayant de structurer durablement les aspects d'infrastructure. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais grosso modo, c'est j'ai un code des marchés d'un côté, j'ai un code de l'urbanisme de l'autre. J'ai ici écrit l'ensemble des outils qui me permettent de le faire sans tomber dans le piège de je refais la tabula rasa d'une part, en niant la possibilité qu'on a de faire des PLU, c'est-à-dire je ne refais pas de ZAC. Et par ailleurs, j'inscris mon projet à pensée infrastructurelle dans une logique de ménagement, d'aménagement, mais de ménagement du déjà là. Christian de Ponzemport, je vous en prie. Une chose m'est apparue dans ce que vous dites une ligne, un scénario, puis beaucoup de petits projets. L'expérience qu'on a eue de travailler sur après la phase de présentation de nos projets
Merci, l'exposition. Christian de Panzan, d'approcher bien votre micro, qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Merci. Après cette phase d'il y a 2 ans, on a donc été amené à travailler sur plusieurs territoires, sur ces territoires qui sont tout de même assez grands. On est dans des envergures de 8 à 10 km. On s'aperçoit que tous les problèmes supposent une réflexion infrastructurelle, supposent un scénario à grande échelle dans le temps, avec des priorités. Donc c'est un ordre de choses, c'est un scénario, mais qui peut ensuite occasionner des projets locaux, mais il y a tout de même cette pensée de l'ensemble. Roland a raison de dire qu'après, c'est une inconnue de savoir comment cette pensée sera suivie. Comment des urbanistes qui ont travaillé sur des lieux pourront continuer. Actuellement, c'est une chose qui est tout de même pas très claire. C'est pour ça qu'il en a parlé, je crois. Je trouve très important que de nombreux architectes et urbanistes soient au travail avec Paris Métropole, avec les différentes institutions, avec la préfecture, mais avec les maires localement. Ça, c'est une chose neuve. Je m'étais dit il y a 2 ans, finalement, l'AIGP sera un endroit où on échangera nos expériences de tout cela et où on essaiera de continuer à avoir une réflexion métropolitaine, une logique d'ensemble sur tout cela. Et je crois que c'est ça que voulait dire Roland, c'est que le futur de ce travail, de cet atelier et de la position de ces architectes ou urbanistes et d'autres, localement, on ne sait pas comment ça se passera, puisque la loi, c'est qu'il y a des concours pour chaque objet. Donc une gare, un concours, une avenue, un concours, une placette, un concours, au fur et à mesure que des travaux arriveront. Et la pensée générale qui donne lieu à un plan d'urbanisme, elle peut donner lieu à un nouveau contrat, mais enfin, il y a déjà, sur tous ces territoires, des centaines de plans acheminés, des couches parfois de documents contradictoires, donc c'est très compliqué tout de même. On est dans un endroit où on est un peu dans l'inconnu. Juste un mot sur cette histoire de procédure, parce que les procédures en public en France partent du fait que pour simplifier la complexité, il faut séparer les variables. Et donc elles saucissonnent, comme vient de le dire Christian. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a bousillé la ville depuis 50 ans, en s'imaginant qu'on allait résoudre la complexité en séparant les variables. Or, justement, une démarche de projet consiste à dire on va résoudre la complexité en se mettant tous autour du table et en inventant un avenir commun qui dépasse cette complexité. Donc c'est là qu'il y a un gros travail sur les procédures à faire, effectivement, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on avait avancé d'ailleurs un truc qui n'existe pas dans la nomenclature des catégories pour fabriquer du projet. On avait parlé de scénario, scénarisé, ça permet d'arriver à rassembler toutes les choses. Et ça n'est pas avant-projet, ni même avant-projet de sommaire, ni même... Oui, mais j'ai une vraie crainte, Roland, c'est que le scénario, culturellement, c'est fait des effets d'annonce, les maires sont enchantés, et puis dans les 10 ans qui suivent, tout ça est morcelé, fragmenté. Ah non, ça attends, c'est pas fini. Le danger que les scénarios soient beaux et ne soient pas... Voilà, c'est comment agir et que ça tienne le coup après. Non mais moi, attendez, j'ai gueulé sur l'ensemble du Grand Paris, puis j'ai pas tellement gueulé, on ne s'est pas très bien compris. J'ai pas beaucoup gueulé sur le travail qu'on a fait ici. J'ai gueulé parce qu'il y avait raison de gérer. Non, je rappelle pourquoi au début j'ai gueulé. Je parlais pas de ce qui se passait ici. J'ai juste dit, c'est quand même stupide qu'on n'ait pas trouvé de rond pour qu'on continue à bosser en tant qu'AIGP. Bon. Et deuxièmement, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment con d'avoir mis, pour être précis, d'avoir gâché l'argent d'un ministère de la Défense dans Paris, dans le Paris des rois de France, enfin dans le Paris impérial, que c'était absurde d'avoir mis Roland Garros à Roland Garros, alors que ça aurait été très très bien à Gonesse. J'ai dit des choses comme ça, pour préciser que l'esprit du Grand Paris ne souffle pas tout seul, et qu'il faut quand même maintenir une certaine idée de ce Grand Paris, sur lequel moi je ne suis pas déprimé du tout, contrairement à ce qu'il dit, je ne suis pas déprimé, j'étais juste en colère, et je voulais dire ça très clairement à propos de ce qu'on appelle Grand Paris, qui n'est pas la somme de petits projets, je ne sais pas quoi, qui n'est pas... Bon, alors, ce qu'on a fait ensemble était extrêmement sympathique, plutôt efficace, plutôt tendre même, et vraiment partagé. Et en plus, bon, j'ai loupé la grande réunion publique formidable dont on me parle encore avec émotion. Donc je pense vraiment
que c'était un exemple de travail commun. Moi, j'ai juste gueulé avant sur les questions les plus... par exemple, l'ANRU, l'Agence de rénovation urbaine, elle va lancer son 2e programme. La première fois, je me suis fait baiser sur le concept de remodelage. On a mis démolition en construction, d'une pure connerie. En plus, on a mis démolition avant construction. C'est qu'il y a des maires qui peuvent dire « Ah ben je démolis ça, le mec il fait urbaniste là ». Bon, alors, et ça coûte un pognon astronomique, démolition en construction. Bon, et ben par exemple, pour le 2e plan en rue, il était indispensable que la IGP bosse. Et troisièmement, pour les questions bureaucratiques, et sur lequel Benoît Apparu, qui rame comme un malade pour essayer de simplifier et de faire que ça bouge, il aurait été indispensable qu'on bosse pour inventer du législatif et qu'on puisse le proposer à la représentation nationale. Tout ça, il aurait été aussi indispensable qu'on commence à bosser sur les questions de gouvernance sans être uniquement avec ce mot absolument blablabla, partenariat à la bouche, qui ne veut strictement rien dire. Parce que tu mets 25 partenaires, tu as toujours un con à la fin, quand on a 25. Et il y a beaucoup trop de partenaires en France. On commence avec Castro, on finit avec Audiard. Je recommence, parce qu'ils m'ont dit déprimé. Je ne suis pas déprimé sur ce projet, je le trouve formidable. Bon moi, deuxièmement, je suis en effet pas déprimé du tout. Je dis simplement qu'il y a des moments de, d'affaiblissement de la pensée qu'il faut signaler. Moi, je dis que si le Grand Paris a la santé de Roland Castro, c'est gagné. C'est gagné. Juste une dernière chose, messieurs, avant que nous passions à la 2e table ronde. Cette question de la pérennité du projet, évoquée à l'instant par Christian de Porzampar, elle engage évidemment la question de la temporalité, et notamment de la temporalité politique. J'entends encore ce matin le président de la République dire « il n'y aura pas sur le Grand Paris, il n'y aura pas de marche arrière ». Êtes-vous les uns et les autres convaincus qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant, malgré une échéance politique de première importance puisqu'il s'agit de la présidentielle, peut-on dire que sur le Grand Paris, il n'y aura pas de marche arrière? Je crois que rien n'est encore définitivement gagné. Tout reste à construire. Je repartirai de la colère saine de Roland tout à l'heure. Quand on parle de procédure, il faut territorialiser les choses. Roland, avec Sylvia, ont porté par exemple la question de l'accroche au parc de la Courneuve. Bon, la procédure. On est en zone Natura 2000. Il y a des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire qu'une entrée de ville, celle de Duny en l'occurrence, avec une gare qui arrive, permette aux gens de venir? Voilà, on a les blongios nains qui traversent, qui sont des oiseaux. On a un couple de blongios nains qui traversent. Voilà, donc le Dunysien ira plus difficilement à la gare que le blongios nain ne traversera devant la gare. C'est une des questions du Grand Paris, ça, quand même, pour un couple. Voilà, donc c'est légitime en soi, mais ça porte une des colères de Christian. Quand on parle de la gare que Jean-Marie Dutilleul a dessinée, qui est une des gares phares du Grand Paris, avec cet objet, cette fusée qui doit décoller du Bourget. La question, c'est comment on fait travailler et qui est maître d'ouvrage? La SGP, la SNCF, RFF, le STIF, les collectivités, le Conseil général et l'État. Qui est maître d'ouvrage? Pourquoi faire? En combien de temps? Qui paye aussi? Voilà, bon. Ça, c'est des questions de procédure. Quand on parle avec Christian, par exemple, de Lindbergh, de ce qu'on appelle l'entrée de l'aéroport sur l'autoroute A1, au croisement avec la N2, avec le musée de l'air qui doit arriver, comment on fait travailler des maîtrises d'ouvrage publics comme le ministère de la Défense qui porte le musée de l'air? Voilà, il y a eu des avancées, le préfet de région y a fait allusion tout à l'heure, mais comment on fait qu'on arrive à discuter de la circulation sur l'autoroute A1, des sorties sur l'autoroute A1? Voilà, là aussi, les questions sont simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire? Comment? Qui paye et qui met d'ouvrage. Ça, quand on aura traité ces questions-là, on pourra dire que le Grand Paris est sorti du bunker. Un mot, monsieur Mignon, un mot, parce Juste qu'il faut conclure. oui. Un mot sur cette question, effectivement, de la pérennité. Moi, je suis comme Vincent. Je crois que ce que je vois, c'est vrai que le président de la République a tenu des propos rassurants sur ce sujet ce matin. Néanmoins, je reste, moi, encore prudent, d'abord d'un point de vue des financements. Je crois qu'il faut arrêter de se raconter trop d'histoires sur le sujet. Tout n'est pas encore la période n'est pas facile sur le sujet. Oui. Et puis, il y a quand même des éléments qui peuvent venir contrarier la réussite d'un projet comme celui-là. On évoque la question, je prendrai qu'un exemple, mais on évoque la question des transports, des logements. Mais dans tout ça, avec toutes ces croissances démographiques inhérentes à l'arrivée de logements, il faut des équipements publics.
Parce que quand des logements arrivent, il faut construire des écoles, il faut construire des gymnases, il faut construire des équipements culturels, etc. etc. Et ça, c'est aujourd'hui les collectivités territoriales qui financent ce genre de choses. Et la situation des collectivités territoriales aujourd'hui en matière de finances locales est quand même particulièrement difficile. Voilà. Et je ne sais pas si la situation faite à Dexia hier va arranger les choses, mais en tout cas, il y a de fortes raisons d'être inquiet, notamment sur les financements publics dans les années qui viennent. Voilà, donc je pose cette... Parce qu'on peut avoir de beaux projets, mais il faut quand même toujours pouvoir les alimenter financièrement. Voilà. Messieurs, merci. Merci de votre participation à cette table ronde. Christian de Porzampar, s'il vous plaît, vous restez avec nous, parce que j'allais dire d'un aéroport l'autre. Merci en tout cas de votre participation.